Podcast Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. On n'a pas tous eu la même fin d'année. Le 24 décembre au matin, il y a des gens qui ont réussi à acheter du Bitcoin à 24 000 $, alors que son vrai prix est plus de 3 fois au-dessus de cette valeur. 70% de discount pour quelques heureux qui étaient au bon endroit au bon moment. Le pire, c'est que c'est même pas complexe à faire. Même des débutants peuvent en profiter. Par contre, ça va très vite. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé le matin du 24 décembre et comment quelques heureux ont pu échanger plusieurs dizaines de bitcoins à un prix tout bonnement... un prix de Noël. Que voulez-vous que je vous dise ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a eu lieu sur la plateforme Binance, qui est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde et, d'habitude, celle qui offre la meilleure liquidité. C'est la première news de ce matin. Magnifique, hein, sur ces 2 premiers jours de séance de l'année 2026, parce que jeudi dernier, premier, c'était férié, donc on a eu vendredi, première journée de la bourse américaine, de la bourse mondiale même, hein, et lundi, sur ces 2 journées-là, il y a eu 1,2 milliard de dollars d'achats par les ETF Bitcoin. C'est magnifique. C'est Eric Balchunas, qui est analyste principal chez les ETF chez Bloomberg, qui nous dit les ETF Bitcoin au comptant abordent l'année 2026 comme un lion. Donc, 2 premières journées de folie pour les chiffres d'achat d'ETF Bitcoin, Ethereum et Solana XRP de hier. Je vous les donnerai aujourd'hui, parce que c'est le lendemain qu'on a les chiffres du jour d'avant. C'est tout à fait normal. Et donc, on a eu, pour vendredi, lundi, 1,2 milliard d'entrées de capitaux par les ETF. Tout le monde s'y est mis, comme nous dit Eric Balchunas, tous les ETF ont acheté. Sujet hyper intéressant. 6 600 milliards de dépôts à risque. Les banques américaines partent en guerre contre les plateformes crypto. On commence à y voir plus clair, parce que vous savez, ce sont des débats en salle close et tout ça. C'est que les banques américaines sont en train de freiner même la réglementation avant. Elles sont en train d'essayer de freiner la réglementation. Mon sentiment, c'est que tant qu'elles n'ont pas déployé leur stablecoin, leur plateforme, elles vont freiner en particulier le Market Structure Bill. Pour rappel, il devait être voté. Les gens étaient confiants en septembre, avant la fin de l'année 2025. Les dernières nouvelles que j'ai, c'est que peut-être ça sera même pas cette année, ça sera peut-être en 2027. Les banques américaines demandent aux parlementaires d'interdire aux plateformes crypto comme Binance ou Coinbase de verser des récompenses. On attaque la suite avec les stablecoins qui sont, selon Moody's, certainement l'évolution de 2026 et qui vont devenir le core market pour l'ensemble du marché de Wall Street. Et je pense que c'est une réalité, c'est en train d'accélérer petit à petit et ça va dans le bon sens. On a même ici JP Morgan avec son stablecoin qui est en train de migrer vers Canton, donc qui est une blockchain spécialisée dans la privacy, et on va avoir petit à petit une infrastructure qui va se construire autour de ça. Mais c'est pas que ça, c'est même international, parce que on a ici le dirham stablecoin qui va être ici créé et intégré, là où on avait une réflexion sur la notion des CBBDC, donc qui sont les monnaies de banque centrale, qui devaient à un moment donné prendre le pas, quand on en parlait justement dans l'époque de 2021, 2022, 2023, et on voit bien que c'est en train d'être relayé au second plan, et on a bien les stablecoins qui prennent le pas. Après des mois de préparation, très intéressant, après des mois de préparation, le texte est enfin prêt à être soumis au vote. Et ça, c'est un énorme tournant pour le Bitcoin et pour tout le marché des crypto-monnaies, surtout parce que ça apporte enfin de la clarté au niveau des règles. Par exemple, depuis plusieurs mois, voire 1 an et demi, on voit passer tout un tas de projets de loi qui sont modifiés, retravaillés, déposés, voilà. Ils aiment bien faire ça. Avec le Genius Act, par exemple, on a déjà avancé sur le sujet des stablecoins. Maintenant, il y a le Clarity Act et il y a d'autres textes en préparation dont l'objectif est clairement de rendre le cadre plus lisible pour tout l'écosystème. Et cette clarté réglementaire, elle est extrêmement importante parce qu'elle donne plus de légitimité au marché. Puis, ça peut aussi faciliter, si je fais un parallèle avec ce qu'on vient de dire sur stratégie, ça peut aussi faciliter les décisions d'acteurs comme MSCI, notamment quand il s'agit de savoir comment traiter certaines entreprises liées aux actifs numériques. Donc, intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que plus les règles sont claires, plus les marchés est perçu comme sérieux et structuré. Et globalement, tout va dans ce sens-là. Et globalement, c'est intéressant encore une fois. La crypto-monnaie est de plus en plus reconnue officiellement, ce qui est clairement une évolution positive. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un vrai risque planait sur le marché. La question était simple. Est-ce que les entreprises comme MicroStrategy, dont la trésorerie est massivement exposée à Bitcoin, allaient être exclues des grands indices
comme le MSCI. Si ça avait été le cas, les conséquences auraient été lourdes. Sortie automatique de capitaux, pression sur l'action et surtout un frein brutal à la capacité de MicroStrategy à lever des fonds pour acheter encore plus de Bitcoin. Et donc un vrai risque systémique. Ce scénario vient d'être écarté. MSCI a décidé de ne pas exclure ces entreprises. Et ça, c'est énorme. Parce que les indices, ce sont les tuyaux invisibles de la finance mondiale. Des trillions de dollars, donc des milliards de milliards, ils sont investis de façon passive, automatique et sans aucune opinion. Tant que MicroStrategy reste dans ces indices, les fonds passifs vont continuer à acheter, les flux vont continuer d'entrer et Bitcoin va continuer d'être accumulé directement et indirectement. Autre chose, on en avait parlé la dernière fois par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau des grosses entreprises, notamment chez MicroStrategy et puis Bitmain et tous les restes là, sur la partie Ether et sur Bitcoin. Alors, on vous en avait parlé la dernière fois, ils ont ouvert un fonds de 1,44 milliard en dollars pour répondre à leurs obligations court terme si jamais les performances de Bitcoin ne sont pas au rendez-vous, pour continuer pendant 21 mois de payer les dividendes qu'ils doivent sur les différents produits ou services qu'ils présentent. Ils en ont plusieurs. Il y a le STRF, le STRE, enfin bref, ils en ont 5, là aujourd'hui dispo. Donc ils ont leur Bitcoin en fait qui leur permet de créer du rendement et d'avoir des performances qui sont plus importantes que la moyenne pendant des années. Et derrière, ils vont créer un fonds court terme. Alors ils ont mis 21 mois, mais ça peut être plus, pour au cas où la volatilité fonctionne pas dans leur sens comme ils le souhaitent à ce moment-là, ils pourraient décider en fait d'aller piocher dans ces réserves court terme pour continuer de payer des dividendes et continuer de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà. Donc ça existe. Ensuite, on va parler de A16Z, donc Andreessen Horowitz, la partie crypto d'A16Z qui vient d'acheter pour 15 millions de dollars de jetons Baby. Les jetons Baby ou Baby, c'est les jetons de Babylone. Le projet qui tourne autour du staking, du restaking, d'une certaine manière, du Bitcoin. C'est plus du staking parce qu'il n'y a pas de staking. C'est plus du staking parce qu'il n'y a pas de staking normalement dans le Bitcoin. Bref, ça permet de mettre ces Bitcoins et de les faire travailler, de les faire fructifier pour générer du rendement. Ils sont en train de développer une nouvelle offre avec les BTC Vault et A16Z vient d'acheter 15 millions de dollars. C'est énorme, hein, pour de jetons Babylone. Alors, on n'a pas les détails du deal. Mais voilà, c'est pas la première fois que Babylone reçoit des investissements énormes. Hein. Ils avaient déjà reçu un investissement de 18 millions de dollars, ensuite un investissement de 70 millions de dollars et là un autre du coup de 15 millions de dollars. La plateforme décentralisée Jupiter, basée sur Solana, a lancé un nouveau stablecoin appelé JUP USD, conçu pour fonctionner comme une monnaie numérique indexée sur le dollar et intégrée à tout l'écosystème Jupiter. Donc JUP USD était mis en collaboration avec Ethena Labs, utilisant l'infrastructure de stablecoin en marque blanche d'Ethena, avec un soutien initial important provenant de réserves de USDTB. Donc c'est un stablecoin adossé au bon du trésor et le token sera intégré à plusieurs produits Jupiter, notamment les marchés de perpétuels, les pools de liquidité et les fonctionnalités de trading, ce qui renforce l'utilité du stablecoin sur Solana. Et ce lancement marque une étape stratégique pour Solana et l'écosystème Jupiter, positionnant JUP USD comme un élément clé de l'infrastructure DeFi Solana et potentiellement facilitant un usage plus large des stablecoins natifs dans les produits financiers décentralisés. Bref, les RWA, on le vend en poupe, et je me répète, mais tous les plus gros acteurs mondiaux qu'on connaît tous, ce qu'on nomme les institutionnels, se positionnent sur donc cette narrative RWA. Le CEO de BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde, a déclaré que, en gros, le futur des marchés sera à la tokenisation. Et d'ailleurs, BlackRock a monté son propre fonds tokenisé. Je crois qu'il y a environ 500 millions de dollars de bons du trésor américain tokenisés. Vraiment grosse dinguerie. Et de toute façon, ils le font tous, JP Morgan, etc. Et moi, perso, je vais encore plus loin parce que je pense que demain, tout sera tokenisé. Les stocks, l'immobilier, même aussi, je pense, notre identité digitale. Bref, l'avenir est à la tokenisation. Pour ceux qui n'ont pas compris, la tokenisation, c'est juste, la même chose que les RWA. Pour faire simple, RWA, ça veut dire Real World Asset. Donc en gros, actif du monde réel. Pour la traduction, on va dire littérale. D'étranglement en termes de capacité transactionnelle, parce que si tous les nœuds qui participent au réseau doivent arriver à un consensus global, on a ces délais induits par le mining, on a également une limitation de la taille des blocs, etc. Je pense beaucoup de choses que vos utilisateurs vont connaître.
postérieurement à l'invention de Bitcoin, des propositions ont été faites, dont une qui a été retenue, qui est le Lightning Network. Peut-être juste, se concentrer encore juste un tout petit peu plus sur justement le problème. Aujourd'hui, une des grosses limitations de Bitcoin, c'est justement son instantanéité. C'est le fait qu'il faille attendre ces 10 minutes. Et en fait, on a essayé de tout construire autour de ça pour réussir à résoudre. Parce qu'au final, aujourd'hui, on dit que Bitcoin est un électronique cash peer-to-peer système. Mais aujourd'hui, dans les faits, au moment où il avait été créé, c'est quasiment impossible d'utiliser de cette manière. Donc, parce que sinon ça va être un peu brouillon. Mais donc, en gros, à partir de 2028, on va être à 1,56 BTC. Ça reste encore une belle récompense pour les mineurs. Ça risque de faire mal à certains potentiellement, mais en tout cas baisser leur rémunération. Mais ça risque d'être suffisant pour continuer de tourner, en tout cas une grosse partie du réseau actuel. Mais en fait, rapidement, on va baisser 0,78, ensuite 0,39, 0,19, ici presque 0,1, enfin presque 10 millions de Satoshi, donc oui, 0,1 BTC. Ensuite, plus rapidement, ici, 5 millions de Satoshi. Et donc, on voit que là, à partir de 2049, 2048, 2049, on va arriver dans une période où, en fait, les BTC nouveaux créés, qui vont être donnés en subvention, en récompense aux mineurs, arrivent dans ce qu'on a actuellement, qui est donné ce qui est payé en frais de transaction, qu'on a vu juste avant, donc c'est 5 millions de Satoshi. Là, ensuite, on descend à 2 400 000, et ensuite, ce sera 1,2 million, etc. Donc, on voit que, à partir de 2048-49, on aura un moment où la tendance va s'inverser et où la majorité de la rémunération des mineurs viendra non pas de la récompense, mais des frais de minage, des frais de transaction, pardon. Première mine, même coin, paf, éclaté dès le début. Voyageurs des cryptos, passionnés de l'infini, entre blocs et données, notre esprit s'agrandit à travers les ruisseaux. Ensemble on explore, chaque jour une découverte et notre rêve de l'histoire. Et c'est pour ça que nous, notre combat avec Michael depuis le départ, c'est d'inciter les gens à ne faire confiance à personne. Mais vraiment personne. Même pas à nous. Même pas à nous. Ne nous faites pas confiance. C'est un nouvel horizon à explorer avec tokens invaders, ensemble pour conquérir et voler. Monsieur, comprenez bien qu'à x10 chaque semaine, c'est pas durable. Surtout en plus, il parlait de rendement garanti. Ah, vous avez tous les red flags. Le marché avec des œillères, ça marche pas un temps. Jusqu'au jour où il y a un camion qui va passer sur le côté en fait. Chaque transaction dévoile une nouvelle histoire. Les contrats intelligents dépourvent vers le savoir. Sur cette route, chaque vie, c'est une constellation. Naviguons ensemble vers de nouvelles visions. L'objectif, c'est d'accompagner les gens vraiment à avoir des résultats. Pas à faire de la shit connerie sur des groupes Telegram. J'ai l'impression de voir que ça. C'est vraiment scénario, je vois que ça, que scénario. Que le scénario du on rebondit, on va chercher le dead cat bounce au niveau des 98 000 et bam, on part en marché baissier. Du coup, comme d'hab, quand t'as un scénario qui est beaucoup trop mis en avant par le marché, est-ce qu'on peut pas se dire que la majorité est en train de se diriger vers ça et que du coup, ça va pas se produire? Le problème avec ça, ce que j'explique ici, c'est que c'est sûrement mon algo Twitter, mon algo X, qui me met surtout en avant les analyses baissières. J'arrive pas à me rendre compte si la majorité anticipe une reprise du bull run ou plutôt un dead cat bounce. Du coup, j'ai fait un sondage, et les gars, ça servait à rien du tout. ça me fume, parce qu'on a exactement, pile quasiment à 50-50%. Donc, il y a autant de gens qui pensent qu'on va repartir en bull run, et autant de gens qui pensent qu'on va partir en dead cat bounce. Et c'est intéressant ce genre de sondage, parce qu'en fait, quand t'as un 50-50 comme ça, les gens qui pensent qu'on va partir en bull run, ils vont imaginer qu'il y a plus de gens qui pensent comme eux. Et inversement. Vous voyez, là, moi, je pense qu'on va plutôt partir en dead cat bounce, si je dois privilégier un des deux scénarios. Et j'ai l'impression que voir beaucoup plus de gens qui favorise le dead cat bounce. Alors qu'en fait, on est un peu plus sur du 50-50. Mais c'est parce qu'en fait, le cerveau, il va sélectionner ce qu'il veut, en fait, tout simplement. Je crois que ça s'appelle en plus le biais de sélection, qui est un biais cognitif assez connu. C'est avec l'euro numérique. Fin 2025, le Conseil européen soutient donc le projet d'euro numérique de la BCE avec la grande Christine Lagarde annonçant la fin de la phase d'évaluation en décembre et une accélération pour l'implantation. Un vote décisif au Parlement européen prévu au premier semestre de 2026 avec possiblement un pilote en 2027 et une émission dès 2029.
Des eurodéputés comme Fernando Navarrete et Murkos Ferber prônent une version simplifiée, limitant au paiement offline entre personnes. Ce vote critique affronte donc des divisions sur la confidentialité de données et la concurrence avec plutôt un consortium privé de 10 banques européennes développant un stablecoin rival. Il vise donc à contrer la dominance US. Au niveau maintenant de la bourse. Donc aujourd'hui, c'est pas trop dégueu, hein, des beaux chiffres, Nvidia, Google, Microsoft, tout le monde est dans le vert, tout le monde il est content. Tu vois, si tu regardes un petit peu l'SP500, le Nasdaq, plus 0,62 pour le Nasdaq, plus 0,23 pour l'SP500, ça passe. Par contre, attention quand même, c'est un petit peu en train de dégonfler légèrement. Aujourd'hui, on a eu 2 chiffres macro importants. Alors pour l'Europe, on a eu un, c'est le troisième bonus, c'est l'inflation qui est à 2%. Bravo Christine, elle a ramené l'inflation. Et voilà, à 2%. Elle a pété les 10 du jamais vu dans toute l'histoire de l'Europe. Et puis, elle a tranquillement monté les taux, et l'inflation est allée gentiment tout droit, 2%. Alors là, c'est Christine, elle a jamais joué au golf, mais elle a tapé une balle à 50 mètres, elle a mis direct dans le trou. Donc lundi soir, Nvidia a allumé la mèche, mais c'est le secteur tout entier de la mémoire qui a fait sauter la banque. On n'achète plus les bénéfices, on achète la peur de manquer, le shortage. Et pendant qu'on parle de record, accrochez-vous bien parce que le S&P 500 vient donc de signer son premier sommet 2026. Et mon petit doigt, lui, il me dit que c'est certainement juste le début. On a aussi le Dow Jones qui vient de s'installer confortablement au-dessus des 49 000. On y est presque, les amis. Bientôt, le Dow Jones à 50 000 et le S&P 500 vers les 7 000 quasiment en même temps. Je vais enfin pouvoir lancer mon business de casquettes et de t-shirts. Je vous le dis, ça va être de la folie furieuse. Pouvoir vendre en même temps des casquettes Dow 50 000 et S&P 7 000, c'est juste le rêve éveillé d'un chef marketing. Ah oui, et puis n'oublions pas non plus que même le SOX, l'indice des semi-conducteurs, est au plus haut historique. Et qu'est-ce qu'on dit quand le SOX va plus haut, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit que le SOX est un indicateur avancé et que si le SOX monte, eh bien, le reste montera ensuite, naturellement. Effectivement, Monthly, elle a bien tenu. Tu le vois ici, tu vois, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Pendant 8 semaines, on a bien tenu cette moyenne mobile 100. Et en plus, ici, dernièrement, tu vois que le momentum est en train de se relever, tu vois. Il a vu la Mona Lisa, il s'est fait, chouing, chapiteau, on va remonter, tu vois. Et hop, c'est en train de remonter. Est-ce que maintenant, c'est une tendance de fond? Mais là, t'es sur du weekly déjà, hein. Donc, là, compliqué. Une tendance de fond, pour moi, c'est sur du monthly, tu vois. Donc, comme je t'ai dit juste avant, faut faire attention. Les 94 000, c'est super important de les casser. Si tu les casses pas, tu fais attention. Sinon, c'est toi qui vas te casser les dents. Donc, avant de te dire, ça y est, on a pris 4%, c'est le bull run, merci. En fait, ça me répugne. Je vois des posts de fous. Je vois des posts de fous sur Twitter, des influenceurs qui disent, ouais, on a pris 4%. Enfin, ils disent pas qu'ils ont pris 4%. Ils te disent, ouais, le Bitcoin est à 94 000, ça y est, c'est reparti pour le bull run. Ouais, mais dans 94 000, en fait, c'est 4%, tu vois. C'est quoi 4% sur le Bitcoin? C'est rien, quoi. C'est rien. C'est que dalle. Alors faire croire ça aux gens, ça me répugne, ça me débecte. Je peux plus les voir, ces gens-là. Je ne peux plus les voir. Donc, ça va clasher sévère pendant l'année. Je vous raconte pas. Parce que moi, je suis clean, plus blanc que Whale. Il n'y a pas, les gars. Il n'y a pas plus blanc que blanc. Parce que moi, je l'ai toujours dit, je ne vends rien. Que dalle. Je n'ai jamais rien vendu. Alors déjà ici sur Bitcoin, on peut voir qu'on était venu chercher le sommet de décembre, on en a parlé. C'est un niveau qui est extrêmement important. On a commencé une nouvelle année, un nouveau trimestre, et il y a souvent une prise de liquidité au début du trimestre pour donner le vrai mouvement. L'idée maintenant, c'est de se dire qu'il faut surtout pas voir Bitcoin commencer à perdre cette zone de fair value gap en daily, sinon ça pourrait annoncer cette fois-ci plutôt un contre-pied qui essaierait finalement d'aller récupérer, à mon avis, au moins le plus bas de décembre. Donc ici, les 83 796 $. Voire faire une continuation baissière, c'est absolument ce qu'on doit éviter. Ce qu'il faut voir sur Bitcoin ici, c'est une réaction, un rejet du prix, donc on est toujours dans le fair value gap daily. En soi, RAS, c'est pas très grave de le travailler. Également, si je vous montre sur le CME, on peut voir qu'on a ce qu'on appelle un NWAG, donc un gap hebdomadaire ici, donc le gap d'ouverture weekly, qu'on est en train de combler, donc c'est une zone tout à fait cohérente en fait de venir retravailler ici, hein. Le fair value gap daily, nous, sur le marché perp, et puis de l'autre côté, du côté des futures, ici, ils ont le gap qu'ils sont en train de combler. Et sur les futurs, justement, je rappelle qu'on n'est toujours pas venu récupérer le sommet mensuel. Vous voyez mon petit indicateur M ici, qui indique le sommet mensuel, on n'est pas venu le chercher. Donc il y a une petite différence entre ce qui s'est passé sur le PERP et ce qui s'est passé sur le CME, c'est normal. Et donc le fait qu'on soit pas venu chercher ce sommet mensuel, ça peut indiquer qu'on pourrait quand même y aller. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.